Et donc aujourd'hui, c'était journée de commémoration. Partout en France, devant les monuments, les élus locaux, la population, les anciens combattants, marseillaises et des pots de gerre. François Hollande n'a pas dérogé, bien évidemment, à la tradition. Sous l'Arc de Triomphe, il a ravivé la flamme du soldat inconnu. Et puis, on attendait l'instant, l'image, la poignée de main entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Je vous laisse regarder. Merci beaucoup. Merci. Monsieur, je vais saluer ce que je n'ai pas vu. Il est évident que l'instant ne prête pas aux effusions, nous sommes d'accord. Ce fut sobre, poli. Bonsoir Laurent Neumann, Henri Vernet et Routel Krief. Mais lorsqu'on a demandé aux Français qu'il n'était pas très loin, vous savez, de souvent, il y a des barrières pour regarder bien sûr les élus, les représentants de la nation qui se retrouvent dans cette instance solennelle. Que pensez-vous de la présence de Nicolas Sarkozy? Qu'est-ce que les Français, ils voient toujours de la politique partout. Alors le fait que Nicolas Sarkozy participe à cette cérémonie, vous le prenez comment vous? C'est une très bonne initiative. À votre avis, pourquoi il l'a fait Nicolas Sarkozy? Pourquoi il a accepté cette année de venir? C'est pour se faire voir, hein, déjà. Pour moi, c'est uniquement ça, hein, en vue des élections. Et puis en 2017, il veut se présenter aussi. Peut-être qu'il pense aux futures élections. Dans les futures élections, ça jouera peut-être. Vous pensez que c'est à ce point-là dans sa tête, c'est aussi politique? Bon, sûrement. Vous pensez que c'est calculé à ce point aussi? C'est stratégique à ce point? Oui, c'est de la com, oui. Bon, c'est de la com. C'est vrai qu'on vote dans pas très longtemps. Alors, simplement sur l'instant, la poignée de main François Hollande, Nicolas Sarkozy, c'était la sobriété. C'était normal. Pas un mot de plus que l'autre, non. Oui, ben non, c'est tout à fait normal. Ce sont deux anciens présidents, puis il y a des témoins, hein, donc on ne va pas se raconter leur vie, ni... non. Donc, de toute façon, c'était logique. Mais c'est vrai que... Cette présence, elle a des raisons politiques. Je suis frappée par... le cynisme des Français. C'était une grande cérémonie, on est dans la commémoration. Et comme le cynisme en politique n'existe pas de toutes les manières. Vous savez, regardez, Ruth, elle a mis son blanc virginal ce soir. Je vais essayer d'y croire. Non, c'est vrai que si Nicolas Sarkozy est là aujourd'hui, il y a toutes les échéances dans la tête. C'est-à-dire, pour moi, il y a aussi d'abord les régionales. Bon, il y a d'abord le côté président. C'est-à-dire qu'il est président du parti Les Républicains, mais là, il veut rappeler aussi qu'il est l'ancien président de la République et c'est très important parce que son retour ne l'a pas suffisamment représidentialisé, il s'en rend compte tous les jours et donc il a besoin de reconstruire cette image de président pour en faire un peu plus un atout, c'est là-dessus qu'il comptait et ça n'a pas assez fonctionné, donc il veut la cultiver de nouveau. Ensuite, pour les élections régionales, le deuxième tour est très important. Ils se rendent bien compte que dans plusieurs régions, il va avoir besoin du report d'électeurs de gauche contre le Front National et montrer ce respect de la tradition républicaine. C'est une façon de dire on ne se déteste pas et on peut se reporter les uns pour les autres dans ces cas-là. De Front républicain, c'est ce que vous êtes en train de dire. J'irai pas jusque-là, non, c'est pas ça. Voilà, nous sommes tous républicains, c'est très important. Henri Vernet. Non mais il y a un de vos téléspectateurs qui l'a bien dit, l'un des Français interrogés qui a dit il est là pour se faire voir. Oui, bien sûr, il se fait voir en effet, comme Ruth l'a dit, en tant qu'ancien président, davantage encore que président des Républicains, que président de parti. Et ça le différencie de quoi? Ça le met au-dessus de la mêlée de la primaire, c'est-à-dire de ses rivaux à la primaire qui, eux, ne sont pas là, parce qu'ils n'ont pas ces statures, ils n'ont pas ce statut, ni Juppé, ni Fillon, encore moins Le Maire, etc. Donc, quelque part, en effet, il cultive cette image. C'est vrai qu'après, le côté de la paix républicaine, oui, mais quand même, l'échange, il est très froid. Merci d'être venu, merci de m'avoir invité. Souvenons-nous, la première fois où on est ensemble, c'est juste après l'élection en 2012, la défaite, où ils sont ensemble là pour le coup pour le 8 mai. Et là, c'est quand même plus chaleureux. Il y a quand même plus, disons, de passage de témoins. Là, on sent déjà que ce sont deux rivaux. Ce sont les deux rivaux de 2017. Ces deux-là, ils espèrent chacun avoir l'autre pour adversaire. Après, sur le côté Front Républicain, vous avez raison, mais je pense qu'on y reviendra parce qu'il y a quand même quelques réserves à faire. Je pense que dans toutes les régions, les électeurs de toute façon de gauche ne sont pas prêts à voter pour une liste LR au deuxième tour. Mais ça, je pense que les Républicains. Laurent Neumann. Dans les spectateurs de cette cérémonie qui étaient
interrogés, il y avait une part de cynisme, mais il y avait une part de bon sens aussi. Ils ont bien compris qu'aujourd'hui, c'était jour d'armistice entre deux anciens combattants de 2012 qui aspirent à le redevenir dans 2 ans. Ça ne fait absolument de doute pour personne. Bon, alors effectivement, il y a la stature de président, très important. Nicolas Sarkozy était en Russie aux côtés de Poutine il y a quelques jours. Aujourd'hui, sur les Champs-Élysées, aux côtés de François Hollande. Clairement, c'est une question d'image. Un ancien président, le nouveau, il a cette stature de président que n'ont ni Juppé, ancien Premier ministre, ni Le Maire, ni aucun de ses adversaires à la primaire. Et puis, parce qu'ils font de la politique tous les deux, ils se disent peut-être qu'à un moment aussi, l'idée de donner une image d'eux-mêmes républicaine, c'est pas plus mal avant les régionales et même avant la présidentielle de 2017. On a posé la question aujourd'hui à celles et ceux qui suivent le 20h politique et qui attendent au long de la journée ce qu'on appelle le menu de l'émission de ce soir. Sarkozy a-t-il participé aux cérémonies du 11 novembre pour des raisons électorales? C'est sans appel. C'est oui à 72%. Encore une fois, c'est pas un sondage. On les a mal habitués. Bon, non mais je voudrais dire une chose. C'est pourquoi aussi François Hollande, il l'invite, c'est normal, c'est la tradition républicaine. Enfin, il n'y a pas d'autres anciens présidents. Il aurait pu y avoir peut-être Valéry Giscard d'Estaing. Parce que François Hollande aussi choisit Nicolas Sarkozy comme adversaire. Absolument. Donc il a intérêt à lui donner un petit coup de pouce là, parce que c'est pas très très bon, et donc c'est une manière aussi de le désigner comme son adversaire. Alors, officiellement à l'Élysée, on dit qu'à chaque fois tous les anciens présidents sont invités, que les autres ne souhaitent pas venir pour des tas de raisons différentes, et que cette fois-ci Nicolas Sarkozy a dit oui. Mais c'est vrai qu'ils se sont choisis l'un et l'autre, ça ne fait pas de doute. Alors après la cérémonie, le Premier ministre et quelques ministres sont allés s'accorder ce qu'on appelle une pause café. Et pour le coup, c'est pas un jeu de mots, c'est véritablement ce qui s'est passé. Regardez, Manuel Valls, Jean-Marie Le Guen, Emmanuel Macron, Najat Vallaud-Belkacem. Et ça, c'est pas de la com? Attablé, attendez, 2 secondes, attablé, et Salia Braclia de BFM TV, qui ne lâche décidément aucun responsable politique, elle les suit à la trace. À chaque fois qu'il y a une cérémonie ici, donc c'est tous les ans, le 11 novembre ou le 8 mai, après, nous avons instauré une tradition de prendre un verre à quelques-uns. Alors à chaque fois où je suis changé de ministre, bon, il y a toujours les permanents, Najat Vallaud-Belkacem et Jean-Marie Le Guen. Il y a 2 ans, on se rappelait, c'était Arnaud Montebourg, et là, c'est Emmanuel Macron. Oui, ça veut dire quelque chose? Non, c'est toujours le ministre de l'économie. C'était pas là il y a 2 ans. C'est toujours le ministre de l'économie. Donc il se trouve que c'est Emmanuel Macron maintenant. Non, un aspect amical et affectueux aussi. Vous parlez de quoi après cette cérémonie? Parlez de vous. Non. On parle de l'actualité, de la vie, tout simplement. C'est un moment de détente aussi. Moment de détente, Routel Krief, la vie est dure pour les politiques, avec les Français derrière, les Français qui regardent, nos ministres, notre Premier ministre, notre ministre de l'économie, qui comme tout le monde prennent un petit expresso, mon cher Neumann. Bon, ça vous a pas échappé que les commentateurs, nous-mêmes ici, on n'arrête pas de dire qu'entre Manuel Valls et Emmanuel Macron, il y a peut-être une forme de compétition, et que tout à coup, avec une petite image autour d'un verre dans un café sur les Champs-Élysées, c'est une manière de dire, mais pas du tout. Ça se passe très bien. Il se trouve que on l'a rencontré avec Apolline de Malherbe hier, le Premier ministre, et il a pris soin de nous expliquer qu'entre lui et Emmanuel Macron, il n'y avait pas le moindre souci. D'ailleurs, il s'est dépêché de le soutenir dans l'histoire du traitement des fonctionnaires. Il a expliqué d'ailleurs que tout le gouvernement était sur la même ligne, qu'il n'y avait aucun problème. Voilà, c'est de la com, mais il ne faut pas y voir plus de cynisme que ça. Quand il était avec Arnaud Montebourg, on disait aussi que c'était une façon de faire de la communication. Bon, c'est... On va accorder à nos élus le fait de faire une petite pause et de prendre un café comme ça. Non. C'est de la pure com, clair, net, précis. Et alors je vais vous dire, le fait qu'ils ne soient pas tous les 2 et tous les 4, c'est juste pour essayer de faire croire que c'est pas pour s'afficher tous les 2. Mais pas du tout, c'est pour ça. Bien sûr. Vous êtes d'accord? Parce que de la même manière qu'on a parlé de 2 rivaux potentiels pour 2017 avec Hollande et Sarkozy à l'instant, là on a 2 rivaux. Alors on ne sait pas pour quelle échéance, 2017 est sans doute trop tôt, mais enfin avec Valls et Macron, on sait bien qu'on en a 2 là qui jouent dans le même camp, qui veulent la même chose et qui commencent à se frotter sérieusement. Justement, une fois ce petit rendez-vous terminé, Emmanuel Macron a fait quelques pas, il a remonté une partie des Champs-Élysées. Et alors là, je vous laisse savourer, en même temps que le ministre de l'économie, cet instant, c'était accolade, selfie, compliments, je vais voter pour vous, grâce à vous je suis devenu de gauche. J'en dis trop, regardez la séquence. Mais bien sûr, madame. Parce que Macron, avant j'étais de droite, maintenant vous existez, je suis devenue de gauche. Oh, bah alors je milite pour vous. Vous êtes le
seul intelligent de tout ce gouvernement. Continuez comme vous faites, ne changez rien, tout est parfait. Vous êtes ouvert les jours fériés? Oui, toujours. Nous, on a besoin de travailler. Donc on est ouvert. Et ça marche? Et ça marche très bien. Et on est très contents des lois que vous nous faites. Bon. C'est parfait. Et bien tant mieux alors. Voilà. Mais que vous, hein, les autres, on ne peut pas en entendre parler. Pas ça. Ah mais si, on le dit. Très important. Bon, en tout cas, on continue les réformes. Mais c'est bien d'entendre que... Merci. Il est possible de faire un truc ensemble. Je vous en prie, je vous en prie. Très gentil. Vous avez vu? Top, mais que vous, hein, pas les autres. Hein. Alors cet instant, il a dû le savourer, Emmanuel Macron, mais il sait derrière, ça va passer sur les caméras, sur les écrans, pardon. Est-ce que les autres étaient au courant de la suite de la séquence? Bah, ils l'ont vu. Et la première séquence, elle colle, tout le monde s'adore, tout va bien. Cette séquence-là, évidemment, elle est plus embêtante parce qu'elle montre qu'il y a un coefficient personnel, effectivement, d'Emmanuel Macron en ce moment, qui est absolument évident. En même temps, ça se passe sur les Champs-Élysées aussi. Hein. Peut-être que, je ne sais pas si on avait fait la même séquence dans le 18e ou dans un arrondissement un petit peu plus populaire parisien. Il a fait des ouvrières, elle avait été plutôt bien accueillie, il a fait le même genre de réaction. À un moment, il y a une dame qui dit quelque chose qui est extrêmement intéressant politiquement quand elle dit attendez, j'étais de droite et maintenant avec vous je deviens de gauche. Vous savez, le monarque républicain, l'héritier des rois qui guérissait les écrouelles, Macron il n'est pas encore président, il n'est pas encore monarque républicain, mais lui il fait mieux que guérir les écrouelles. Déjà il transforme les gens de droite en gens de gauche. C'est quand même extraordinaire. On va voir au régional, je suis pas sûre que regardez les autres. Non, mais en effet, parce qu'au régional, les gens de droite voteront d'abord à droite et ceux de gauche, a priori, d'abord à gauche, quand ils iront voter pour cela. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, c'est celui qui fait en quelque sorte la synthèse entre Fillon et Valls, voire une partie de la gauche. C'est celui qui, en gros, a l'image du seul réformateur. Le problème, c'est qu'il a la parole du réformateur, il a les idées, mais il n'en a pas les moyens, il n'en a pas les capacités au sein du gouvernement. Pour moi, il est à ce point adulé parce qu'il n'est pas politique, il n'est pas vécu comme un homme politique traditionnel. Et il transgresse aussi. Et il transgresse, il est à la fois à l'intérieur d'un gouvernement, en même temps il peut dire parfois le contraire, il est proche d'un certain nombre... Voilà. Et donc il a l'image de l'homme libre, il a l'image de l'homme qui ne cherche pas un intérêt personnel immédiat ou un intérêt politicien immédiat. Et c'est pour moi, c'est cela son secret à cette heure-ci. Alors ça c'est très juste, moi je partage totalement cette idée-là, quand même un petit bémol, parce que vous avez raison, on était sur les Champs-Élysées, et sur les Champs-Élysées, vous avez vu ce que dit cette dame, c'est quand même là où la loi Macron s'applique au premier chef, et donc les gens sont contents. Bon, très bien. Donc ça veut dire que cette loi-là, elle est appliquée. Donc il est un peu dans son précaré, si j'ose dire. Et puis ça correspond aussi à quelque chose dans les sondages. Quand vous regardez les sondages de popularité, il est très haut, Emmanuel Macron, mais surtout il est largement majoritaire à droite. Et alors effectivement, il est à gauche aussi. À gauche aussi. Mais presque autant à droite qu'à gauche, qui est une singularité dans ce gouvernement au-delà de tout ça. Et quand on parle d'Emmanuel Macron avec Manuel Valls dit mais attendez, c'est formidable qu'il soit réformateur, vécu comme ça, qui ramène des électeurs, qui soit crédible, etc. Sauf que lui et moi, on boxe pas tout à fait dans la même catégorie, parce que il est dans son couloir, il a le droit d'ailleurs d'en sortir de temps en temps, mais on n'entend pas Emmanuel Macron parler de la Syrie, de l'école, de la lutte contre le terrorisme. Il ne parle essentiellement que d'économie et de social. Peut-être que le jour où il sortira de son couloir, cette popularité sera pas tout à fait la même. Le problème, c'est que même quand il parle d'économie, même quand il joue dans son propre couloir, il est démenti en quelque sorte par Valls, qui pourtant partage ces idées-là, on le sait très bien, sur les 35 heures, sur l'emploi à vie, etc. Tout ce qui fait la gauche que Valls désigne comme étant la gauche archaïque, eh bien, il partage les idées de Macron, mais comme lui, en effet, vous l'avez souligné, il est Premier ministre, il est en charge de la manœuvre, eh bien, il est obligé finalement de lui taper un peu sur les doigts. Donc, quelque part, il y a une vraie antagonisme qui la différence fondamentale, c'est qu'il y en a un qui est Premier ministre, qui est député, qui a été maire, qui est élu, qui a vécu des hauts et des bas, qui a fait des congrès de parti, qui a pris des coups, qui s'est relevé, et il y a Emmanuel Macron, qui a une très belle carrière dans le privé, et loin de moi l'idée de le critiquer pour ça, ça lui donne un plus, mais qu'aujourd'hui il est ministre de l'économie, il n'a pas été élu, il ne s'est pas confronté au suffrage universel. Il s'en glorifie. Oui. Aujourd'hui, le parcours d'un politique peut être différent. Oui, mais donc on verra après 2017. Ce qui est quand même intéressant et peut-être provisoire, c'est qu'on reproche au gouvernement de ne pas avoir de résultats, mais visiblement ça impacte moins Emmanuel Macron, qui est pourtant ministre de l'économie. Est-ce que ça va durer? Ça, c'est une autre question. On apprend ce soir, ça vient d'arriver, que la Suède va rétablir provisoirement le contrôle à ses frontières. Et de quoi cela va nous amener à parler de la crise des réfugiés et de la crise des migrants. Le défi politique, le défi humanitaire. C'est à La Valette que ça se passe ce soir. Nous sommes à Malte en direct avec Adrien Gindre pour BFM TV, avec ce sommet des chefs d'État et de gouvernement européens et africains, parce qu'on veut travailler ensemble. On essaie de travailler des deux côtés de la Méditerranée, sur les continents, à des solutions politiques durables. Adrien Gindre.
Et l'Europe, elle va faire une annonce principalement au cours de ce sommet, c'est la création de ce fonds d'urgence, 1,8 milliard d'euros. La France elle-même va débourser plus de 300 millions d'euros pour financer des projets de développement en Afrique, par exemple autour de l'agriculture, des projets créateurs d'emplois pour inciter les Africains à rester dans leur pays, sur leur continent, avec aussi des projets qui concerneront la sécurité, la formation par exemple de gardes-côtes pour l'Afrique du Nord, éviter que les migrants ne viennent jusqu'en Europe. Et il y aura en parallèle l'inverse total, c'est-à-dire l'évocation du retour des migrants illégaux chez eux, dans leur pays. On parle de réadmission. L'Europe souhaite que l'Afrique prenne des engagements à ce sujet, une sorte de donnant-donnant, même si le président français récuse le terme. Pour lui, il s'agit là de l'intérêt général. Écoutez. Elle ne disperse pas son argent en investissant ici en Afrique. Au contraire, c'est un investissement qui évitera d'avoir d'autres charges demain si les migrations prennent une ampleur que nous ne pourrons pas maîtriser. François Hollande entend d'ailleurs lier ce qui se passe aujourd'hui sur le front des migrations à ce qui pourrait se passer demain avec les réfugiés climatiques. Il présidera demain matin un petit déjeuner avec les chefs d'État et de gouvernement africains pour évoquer cette fois la COP21. Adrien Gindre-Lavalette avec Élodie Jeanbrun pour BFM TV. Ça, c'est le défi mondial. Et quand on parle de la crise des réfugiés, il faut penser bien sûr politique, guerre, mais réfugiés climatiques aussi, parce que cela va arriver. Donc ça, c'est vraiment le dossier qui aujourd'hui doit rapprocher les politiques des deux continents. Alors, avec l'Afrique, il y a une partie réfugiés, notamment les pays comme l'Érythrée, qui ont un régime politique absolument terrible. Mais il y a aussi beaucoup les flux migratoires classiques, des flux migratoires économiques. Et c'est aussi pour cela que ce sommet est réuni. Non, moi, ce qui m'a frappé quand j'ai eu Hubert Védrine tout à l'heure, c'est bizarrement, c'est pas un homme de nature optimiste, mais là, il a l'air de penser que la pression et le phénomène à la fois migratoire et des réfugiés est tellement grave que de fait, il y a obligation de résultat à la fois entre pays africains et pays européens, et surtout entre pays européens pour commencer à avancer vers une harmonisation du droit d'asile et de la politique de migration. Bon, on va voir si c'est vrai. Alors, non seulement par rapport à ces politiques-là, mais aussi l'intérêt de ce sommet, c'est de mettre en avant des politiques de coopération, c'est-à-dire le fameux développement. Alors, certes, on en parle quand même depuis des années, voire des dizaines d'années. Certes, il y a aussi, ce qui n'est pas tellement évoqué aujourd'hui, les obstacles sur le terrain même, c'est-à-dire les obstacles, il y a l'économie bien sûr, mais il y a la politique. Là, on parle de pays qui, bien souvent, et notamment les pays du pourtour méditerranéen, les pays du Maghreb et du Machrek, qui entre eux n'ont pas de relations économiques et politiques, n'ont pas du tout l'équivalent du marché commun qu'on peut avoir en Europe. L'Algérie qui parle ni à la Tunisie ni à l'Algérie, etc. Et qui pourtant pourraient, ni au Maroc, pardon, et qui pourtant pourraient être des pôles d'attraction extrêmement importants. Et ça, on avait commencé à y travailler, la France, il y a quelques années, ça s'appelait l'UPM, enfin l'Union pour la Méditerranée. Les Européens, d'ailleurs, regardaient ça de manière assez condescendante. Hein. Et pourtant, il y avait là un embryon de projet, mais qui montre à quel point on est encore loin d'un vrai co-développement économique et politique. Regardons comment vous avez réagi à l'actualité aujourd'hui. Twitter, bien sûr, qui est à votre disposition, comme tous les soirs. 4 réactions sélectionnées. Cérémonie du 11 novembre, Sarko s'affiche ou Bill bleu à la boutonnière, révélateur de la véritable raison de sa présence. Ensuite, le cynisme toujours. Il faut que Macron se méfie, on sait comment a fini Arnaud Montebourg. Pas mal, effectivement. On ne sait jamais. Ils savent tous de toute façon au gouvernement qu'ils sont en CDD pour le moment. Hein. Et ils connaissent tous maintenant combien de fois on peut renouveler le CDD. L'UE veut stopper l'immigration économique à coups de milliards. Serviront-ils vraiment à développer l'Afrique? C'est vrai qu'on a injecté énormément d'argent des deux côtés du continent, qui n'a pas toujours été bien utilisé. Et une cérémonie sans plus pour François Hollande. Il est grand temps d'organiser la COP21 sur le climat. Pas mal d'humour ce soir.